Eh bien, bonjour Hamza. Salut Thierry. Et bonjour à tous nos amis qui vont nous rejoindre. Voilà, bonjour à tous. Dis-moi, j'avais une question pour toi. Ouais. Quand je t'ai parlé du sujet, toi, t'aimais bien le sujet d'aujourd'hui, pourquoi? Eh bien, écoute, parce que j'ai eu plusieurs projets dans ma vie et j'ai été amené à rencontrer des investisseurs plusieurs fois. Et manifestement, j'ai peut-être manqué d'outils théoriques ou d'une sorte de formation sur l'investisseur. Et justement, il m'est arrivé quelques petites surprises avec les investisseurs, comme par exemple, je me rappelle une fois quand j'ai monté ma radio en France. Ouais. Où je me suis retrouvé avec un investisseur qui m'a expliqué en fait comment il m'aiderait à me passer d'investissement, ce qui est un peu complètement surréaliste. Oui, je vois ton visage. Donc voilà, et en fait c'est probablement qu'à ce moment-là j'aurais pas dû rencontrer cette personne justement, et donc eh ben c'est pour moi l'intérêt de l'émission d'aujourd'hui. D'accord. Donc les investisseurs, quand est-ce qu'on essaie de les trouver, quand est-ce qu'on essaie de les éviter, parce que c'est pas forcément, enfin, il y a un petit peu, Thierry, tu sais, cette image que quand on monte un business, il faut un investissement. Ouais. Et déjà, c'est complètement faux, archi faux, absolument complètement faux. Les plus gros business de la planète se sont montés sans investissement. Les investisseurs sont arrivés plus tard. Donc déjà, il y a deux moments où on va potentiellement avoir besoin d'investissement. C'est soit en démarrage, d'accord, soit à partir de l'idée où on a déjà une start-up, ou alors en cours de route. En cours de route pour grandir, pour évoluer, pour aller sur le niveau au-dessus, d'accord? D'accord. Donc, là, aujourd'hui, ma présentation, moi, je veux parler des startups. Parce que je pense que par rapport à l'audience qu'on a, c'est pas forcément une audience d'entrepreneurs qui a déjà 15 boîtes, leur projet pendant 2 ans, depuis 2 ans, etc. Je pense que c'est plutôt soit des startups, soit des gens qui vont monter leur startup. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire, hein, si vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque, dites-le moi. Mais voilà, les investisseurs, c'est pas forcément tout le temps bon en fait, hein, il faut faire super attention. Alors, commençons. Il y a 3 types d'investissements, 3 types d'investisseurs. 3 types d'investisseurs. Le premier, c'est les banques. D'accord? On va à la banque et puis on fait un prêt. D'accord? Le deuxième, c'est les angel investors. Et là, comment on appelle ça en français, Thierry? En français, on dit les business angels. Les business angels. Waouh! D'accord. Ce terme n'existe absolument pas en anglais. Hein. Oui. D'accord. Les angel investors. Et les venture capitalistes. Donc ça, c'est les capital risqueurs, je pense. C'est ça, ouais. Les capitaux risques, ouais. Voilà, les capital. D'accord. Et donc la banque, ça c'est vraiment les 3 types d'investisseurs. Okay. Il faut vraiment essayer de comprendre chaque investisseur pour pouvoir, déjà savoir ce qu'on cherche. D'accord? Ok. Et puis après, avec chaque investisseur, vous allez voir qu'il y a des moments où ils sont le bienvenu et des moments où ils sont pas le bienvenu. Et c'est comme ça qu'on va savoir un petit peu. Alors, je commence. Hein. Cette présentation, elle est assez courte, donc j'espère qu'on va avoir le temps vraiment de discuter avec les commentaires et puis d'avoir des questions. Ça, c'est vraiment les 3 types d'investisseurs. Donc, n'hésitez vraiment à poser vos questions. Il faut vraiment essayer de comprendre chaque ceux qui partagent sur d'autres groupes pour pouvoir déjà savoir ce qu'on cherche. Et encore une fois, d'accord. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Donc, n'hésitez pas à partager. Avec chaque investisseur, vous allez voir qu'il y a des moments où ils sont bienvenus et des moments où ils sont pas le bienvenu. D'accord. Et c'est comme ça que le premier truc qu'il faut savoir, c'est que l'argent, moi j'ai monté plusieurs sociétés, Thierry, et le problème de l'argent, c'est que ça cache les problèmes. C'est bizarre ce que je dis. Non. En fait, en m'écoutant, je me dis, mais qu'est-ce que tu dis? Alors, tu sais, j'ai refusé 10 fois plus de propositions d'investissement que j'en ai accepté. Pour la simple et bonne raison que, pour cette raison en fait, pour la raison qu'on voit à l'écran maintenant, c'est que
le problème de l'argent, c'est que ça cache les problèmes. Et que en mode startup, on a besoin de connaître les problèmes. Ça nous fait souffrir, c'est horrible, c'est stressant, on dort pas, etc., etc. Mais si on veut donner une chance à la société, c'est qu'il faut résoudre les problèmes. Il faut faire en sorte qu'ils n'existent plus. Quand on a de l'argent, ces problèmes sont cachés et ils sont repoussés à plus tard. D'accord. Quand on a de l'argent, je te donne un exemple simple. Oui, ce serait bien. Ouais, quand tu as de l'argent, tu te dis, bah, tiens, je vais pouvoir grandir, je vais pouvoir recruter du monde. D'accord ? Ouais. Quand tu as déjà, par exemple, 1 ou 2 personnes et que ça se passe moyennement bien, ils ont pas beaucoup de résultats, on va dire une équipe de vendeurs pour vendre des produits et des services, et ça se passe moyennement bien, donc parce que t'as pas le système, t'as peut-être pas les compétences managériales pour pouvoir obtenir une meilleure performance. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de combler le gap en qualité. Tu vas essayer de le combler par de la quantité. D'accord. En essayant de dire, si je mets 10 vendeurs, même s'ils sont tous pourris, allez, je veux bien en avoir un qui va faire du bon boulot, quoi. D'accord. Et puis, petit à petit, avec 6 mois de formation, etc., je vais bien y arriver. Sauf que, on vient de dépenser pas mal d'argent. Et si par exemple on a fait un prêt bancaire, on se met dans une situation super difficile parce que par exemple ces vendeurs, quand ils sont pas performants, on va leur mettre la pression. Quand on va leur mettre leur pression, il y en a une partie qui va sûrement partir, soit se faire virer, soit démissionner. Et cet argent, il est parti, il reviendra plus, quoi. Et on l'a utilisé vraiment bêtement. Alors qu'à la base, si on reste avec un vendeur ou 2, on commence à se dire, attends, est-ce que c'est le bon recrutement ? Je vais essayer d'améliorer mes méthodes de recrutement. On commence à se dire, est-ce que c'est le bon management ? On commence à se dire, est-ce que c'est les bonnes targets ? Est-ce qu'on commence à se dire, est-ce que c'est la bonne formation ? Est-ce que c'est le bon process ? Et ça, c'est juste une équipe, par exemple, ça, c'est juste l'aspect management. Mais c'est aussi la même chose pour à peu près tout, la comptabilité, quand on grandit trop vite, par exemple, souvent, les choses suivent pas forcément facilement. C'est-à-dire qu'on peut pas, une société qui grandit vite, il y a toujours des départements qui vont souffrir. Par exemple, quand on grandit vite, il faut mettre en place des systèmes informatiques qui vont pouvoir traiter beaucoup plus d'informations en même temps. Et ces systèmes informatiques, il faut juste le temps de les installer, de les intégrer à un business model qui lui-même est en mode startup, qui lui-même est en train de changer tout le temps. D'accord. Donc ça complexifie énormément en fait. Et donc il faut faire attention. Alors ça c'est vraiment une note. C'est pas le but de ma présentation bien sûr, parce que le but de la présentation c'est vraiment de parler d'investissement, mais vraiment avec un panneau attention. Un panneau attention. C'est le cacher les problèmes. Ce n'est pas bien en start-up. C'est jamais bien en fait cacher les problèmes. Une société, le succès d'une société, c'est vraiment sa capacité à régler les problèmes, parce qu'avec chaque problème réglé, c'est un pas vers l'avant. D'accord. Alors, maintenant, parlons de l'investissement qu'on prendrait d'une banque, un prêt bancaire. Ok. Ça, pour moi, c'est le pire investissement qui puisse exister. Alors, pourquoi ? Parce que c'est extrêmement risqué, premièrement. Les taux d'intérêt pour les sociétés, puisque les sociétés sont à haut risque, et puis et surtout et de surcroît les startups, le taux d'intérêt va être assez élevé. D'accord. Surtout, une banque va souvent demander des collatéraux. D'accord. Des garanties. Des garanties, merci. Des garanties, que ce soit une voiture, que ce soit peu importe en fait, parce que ils vont pas prêter de l'argent en prenant trop de risques, quoi. Et puis surtout, il y a aucun avantage à emprunter de l'argent d'une banque. Pourquoi ? Parce que la banque ne va pas nous donner de conseils. Alors, qui va complètement dans l'autre sens par rapport aux publicités qu'on voit, où les gens vont voir leur conseiller, et puis leur conseiller les conseils. Oui. N'importe quoi. Le mot conseiller dans une banque, c'est vraiment un mot pour
c'est bullshit. du relationnel client. Ouais, voilà, mais c'est pas du tout du conseil. Ils conseillent pour eux-mêmes. D'accord, ils font du conseil pour leurs intérêts à eux. Donc il n'y a pas vraiment d'avantage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réseau avec une banque, il n'y a pas de connaissances sur comment on monte une société. Il y a vraiment rien qui va. C'est juste de la thune et de la thune à haut risque et de la thune qui coûte très cher. Donc ça c'est important. Maintenant parlons des venture capitalistes, des capital risqueurs. C'est ça. Alors ça c'est souvent pour les gros investissements. Ouais. C'est-à-dire que quand on a une start-up et qu'on a besoin de, je sais pas, plus de 250 000 $, d'accord, c'est là qu'on fait appel à ces venture capitalistes. Alors, il faut savoir que les venture capitalistes, qu'est-ce qu'ils font? Leur but à eux, c'est qu'ils vont prendre un grand risque, d'accord, mais qu'à la fin, ils veulent vendre la boîte. D'accord. Oui. Pour être simple, ils veulent acheter une partie de ta boîte. 20%, 30%, 50%, et ils veulent, ça dépasse rarement 50%, hein, en général ça s'arrête à 49% d'ailleurs, et parce qu'ils veulent pas de responsabilité légale, si jamais la boîte fait quelque chose d'illégal, ils veulent pas être mouillés là-dedans, avoir à payer des dommages et intérêts ou des choses comme ça, d'accord. C'est des contrats très très durs, et donc ils demandent une grosse partie de votre société, surtout quand on est en start-up. Alors plus le projet n'a pas été prouvé, moins le projet a été prouvé, c'est-à-dire que plus on est en phase idée, et plus ils vont prendre une grosse partie. D'accord. Par contre, ce qui est super intéressant par rapport à ces sociétés, c'est qu'elles font que ça. Elles achètent des sociétés, puis 3-4 ans plus tard, les vendent. Donc en fait, ils ont plein d'experts dans plein de domaines. Ils ont un réseau qui est très intéressant, et ils ont beaucoup de conseils. D'ailleurs, comme c'est pour des gros investissements, il faut savoir que eux, s'ils investissent, ils veulent avoir 20 fois, 30 fois leur investissement en termes de vente. Donc le niveau de l'expertise qui va être à ce moment-là, enfin donné à l'entrepreneur, va être vraiment super impressionnant, d'accord, parce que ils ont l'habitude. D'accord. L'autre point aussi, c'est que ça, c'est vraiment un négatif, c'est que, tu sais, l'entrepreneur, quand il commence, il a envie d'être libre, il a envie d'être son propre patron, etc. Ce sera pas le cas pour les investissements avec les capital risqueurs, avec les venture capitalistes, parce que ils voudront tout savoir, ils voudront des rapports, ils voudront siéger sur un conseil, dans un conseil d'administration. Ils voudront avoir droit de veto, ils voudront avoir, ils voudront que tu leur poses des questions, enfin, tu leur demandes l'autorisation avant de grosses décisions. En fait, ils vont s'immiscer dans ta façon de gérer une société. Et ça, c'est d'une manière très intrusive, parce que on va pas demander $1 million à une société, d'accord? Et puis l'autre personne dit bon bah dites-nous si vous avez besoin d'aide, à plus, bon courage, au revoir. Jamais. Ils viennent d'investir, ils veulent être sûrs de garder leur doigt sur le pouls, d'accord, de la société. Ils veulent sentir le pouls tout le temps. Et ça veut dire qu'ils vont vous challenger, qu'ils vont aller à votre rencontre, qu'ils vont vous dire bon bah il faut virer du monde. Là on est ce trimestre on est en train de moins bien faire que le trimestre dernier, parce que eux ils savent que pour pouvoir vendre ils sont obligés de montrer au moins 2 ans de croissance ininterrompue. D'accord. 2 ans. Donc si jamais un trimestre ça monte, un trimestre ça descend, ou une année ça monte, une année ça descend, bah ils risquent de perdre leur investissement ou de devoir le garder encore plus longtemps. Donc pour eux, ils vont être sans pitié, c'est-à-dire qu'ils vont dire pas de souci, ce trimestre c'est moins, donc on vire, on s'en fout, on vire. C'est quoi le département qui apporte le moins de valeur ajoutée? C'est ce département, mais on peut pas virer, ils ont trop de boulot. C'est qui le meilleur? Lui, faut falloir lui dire qu'on va augmenter un petit peu son salaire parce qu'il va devoir travailler beaucoup plus dur et le garder, parce que les autres, on va devoir les s'en séparer. Ils n'ont pas de valeur ajoutée, on est en moins. Il faut absolument qu'on monte des profits. Et donc, on va casser des coûts pour continuer à montrer des profits. C'est un peu le genre de relation qu'on va avoir avec ces gens-là. D'accord. C'est super important ça.
Oui, oui, de toute façon, il y a des, comment dire, à l'époque de la précédente bulle Internet, il y a eu des cas fameux comme ça, de gens qui montaient leur start-up et qui, tu sais, dans le storytelling autour de l'entreprise étaient mis au pinacle, et puis qui se sont retrouvés évincés de leur entreprise du jour au lendemain comme des malpropres. Absolument. C'est ce qui s'est passé aussi avec Steve Jobs. Oui. Il se fait virer de sa propre boîte, hein. D'accord, faut jamais oublier ça. Parce que, à un moment, ils ont tous cherché des investissements, et souvent, c'est des venture capitalistes pour les gros investissements. Donc, ça veut dire qu'ils vont prendre une grosse partie de la boîte. Tout à fait. D'accord. Alors, maintenant, le truc qu'il faut se rappeler aussi, c'est que l'investisseur, il est pas là pour tiens de l'argent, bon courage, etc. L'investisseur, il est là pour gagner de l'argent. Oui. Donc, faut bien réfléchir à tout ça. D'accord? Vraiment bien réfléchir à tout ça. Je vais parler du angel investors. Comment tu dis en français? Les business angels. Oh là là, c'est n'importe quoi. Le business, ça veut rien dire en plus. Oui, non, mais ça veut rien dire, mais quand tu en as parlé tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'en effet c'était bien un mot français, et je pense que cette idée, tu sais, de business et angel dans la même phrase, ça vient un peu, tu sais, de cette réticence française face au business et à l'argent. Le fait d'avoir mis ça ensemble pour dire non mais eux ils sont angéliques. C'est magnifique. Voilà. Parlons un peu de ces business angels, ces investisseurs angéliques. Parlons un peu de ces gens-là. Ces gens-là, en fait, c'est souvent pour des investissements moindres. Si tu veux, c'est pas pour des gros investissements comme les capital riskers. D'accord. C'est souvent des investissements autour de qui commencera à $10 000, d'accord, 30 000, 35 000 dirhams, jusqu'à à peu près 150 000 dollars, d'accord. C'est pas pour des gros investissements. Ok. D'accord. Deuxièmement, c'est des gens qui vont intervenir souvent au niveau de l'idée. Ils vont intervenir très tôt dans un business. Parce que le business, un peu plus tard, il va avoir vraiment besoin de beaucoup plus de fonds pour atteindre la prochaine étape. Donc, si le business marche déjà et qu'il a envie, par exemple, je te donne un exemple. Ouais. Le business marche super bien en France et qu'on a envie de s'implanter un peu partout en Asie et vraiment aller partout. D'accord. Là, ça va être des capital riskers. D'accord. Ok. Par contre, si jamais le business vient de commencer, il y a juste moi et mon pote, on a une idée, on travaille dans notre garage et puis on a fait quelques ventes, ou alors on n'a même pas encore fait quelques ventes, et là c'est surtout des angel investors. Et ces angel investors, ils vont aussi demander une grosse partie de ta société, parce que pour eux c'est encore un risque beaucoup plus énorme. C'est pas un risque énorme au niveau argent, comme les capital riskers. C'est un risque au niveau simple risque du business, puisque le business n'a pas encore prouvé qu'il peut fonctionner tout seul. D'accord. Donc on va injecter de l'argent, on va faire vivre le business sous perfusion, mais on ne sait pas si un jour il sortira de son lit. Ok. Qui pourra le faire tout seul. D'accord. Et donc derrière, ils demandent aussi une grosse partie. Donc ils sont pas si angéliques que ça. D'accord. Ils sont là pour faire de l'argent. D'accord. Alors, ce qu'il y a de bien avec et ce qui est très important aussi avec les business angels, c'est que ils ont souvent un réseau. C'est souvent des gens fortunés qui ont réussi eux-mêmes à monter des business et le vendre. D'accord. Et c'est souvent des gens qui ont un bon réseau et qui ont des super conseils. Le truc qu'il y a de bien avec les business angels, c'est qu'ils vont pas rester dans tes pattes. D'accord. Comme les capital riskers. Comme c'est des sommes qui sont moindres et qu'eux sont fortunés et qu'en général, ils investissent dans plusieurs sociétés et qu'ils savent très bien qu'il n'y aura qu'une société sur 10 qui va réussir. Ouais. D'accord. Ils vont pas regarder un peu partout. D'accord. Ils vont plutôt être le grand frère, un petit peu aider, etc., etc. Et ils vont un petit peu structurer leur investissement, c'est-à-dire qu'ils vont pas te donner par exemple $100 000 d'un coup, ils vont te dire ok, si je te donne $10 000 maintenant ou $20 000, qu'est-ce que tu peux faire avec? Moi je peux commencer à générer du profit, d'accord. Au bout de combien de temps? Au bout de
4 mois, 5 mois. D'accord, bah, si tu génères tant de profit, donc, au bout de 4-5 mois, je te donne la suite. D'accord. Ah oui, ils sont pas bêtes, hein. Ok. Sinon, les gens partent avec leur pays et puis s'en vont. Bah oui. Et c'est ça qui est important, c'est que, quand on demande de l'investissement, on n'est plus libre. On est sous pression. Alors, c'est bien et pas bien. D'accord? C'est bien et pas bien. Dans ce cas-là, dont on parle, oui. on a de l'argent, mais en plus, on a des conseils, on a un réseau, on a pas mal de choses. D'accord? De quelqu'un qui a déjà réussi. D'accord? Ok. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils te laisseront un petit peu conduire ta société avec de ta manière. D'accord? Ils sont pas intrusifs comme les capital riskers. Les capital riskers, ce qu'il faut savoir, c'est que ils investissent l'argent des autres. C'est même pas leur argent. Donc, ils ont un conseil, si tu veux, d'investisseurs. Et eux, leur rôle, c'est de dégoter un petit peu les meilleures idées, les meilleures sociétés qui vont faire l'argent. Donc, c'est même pas leur argent quand ils mettent $1 million, $2 millions ou plus. Oui. C'est pas leur argent. Donc, comme ils doivent rendre des comptes, bah, ils doivent vraiment avoir les mains dans le cambouis avec toi et pas te laisser faire ce que tu veux. D'accord. Les angel investors, c'est pas pareil. Et c'est pour ça peut-être qu'ils sont appelés angel investors, c'est que bah c'est de l'argent, mais en plus c'est des conseils et c'est beaucoup moins pressurisant parce qu'on les a pas tout le temps au téléphone, on n'a pas envoyé des rapports, etc., etc. Donc déjà, est-ce que ça t'aide déjà parce que toi t'es le baromètre, hein, pas toi, parce que est-ce que ça t'aide à voir déjà la logique de chaque chose, le temps de quand est-ce qu'il serait peut-être judicieux de demander, de pas demander, avec le bémol de attention, l'argent cache les problèmes. Oui, oui, tout à fait. Pour moi, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Moi, j'ai déjà eu même des gens qui m'ont demandé, Hamza, est-ce que tu aurais un petit peu d'argent pour j'ai une idée, blablabli. Alors, l'idée, non, je vais pas te parler de l'idée la plus farfelue que j'ai eue parce qu'elle est vraiment honteuse. Ouais. Mais une des idées que j'ai eues, c'était une personne qui dit, écoute, mon partenaire, c'est un chef cuistot et puis il peut faire des McDo mieux que chez McDonald's. Ah ouais. Alors, c'est bien, d'accord. Sauf que McDonald's, c'est connu pour être les pires McDo, des pires hamburgers qui existent dans le monde. D'accord, c'est les moins chers, les pires. D'accord. Et c'est quelqu'un déjà direct, je sais, qui s'est pas renseigné sur le marché du burger, qui a un burger de luxe, qui a un burger de cheap, d'accord. Et il m'a dit, il fait une sauce, je te jure, si tu la goûtes, il fait une sauce, ça va trop marcher, ça va trop marcher. Je dis, mais c'est pas ça le secret de McDonald's. C'est pas ça. Le secret de McDonald's. Le secret de McDonald's, c'est le modèle. C'est faire en sorte que tout le système, c'est une machine à créer de l'argent. Quand j'ouvre un McDonald's en franchise, je sais presque pour sûr que je vais faire de l'argent parce que leur système est super puissant. C'est une machine à faire de l'argent. C'est pas une machine à faire du burger. C'est une franchise McDonald's. Et derrière, quand on investit sur une nouvelle société, il faut savoir que le risque, il est énormissime et qu'il faut... Moi, j'ai une charte, tu sais, une espèce de... Avant d'aller voir un investisseur, il faut d'abord respecter quelques points. D'accord? La première chose que l'investisseur va demander, c'est... Alors moi, j'appelle ça... Enfin, en anglais, on appelle ça un proof of concept. J'ai mis le mot en français. Une espèce de pilote. Ça se dit? Oui, ça se dit. Tout à fait. Donc en fait, prouver qu'on peut faire de l'argent. Par exemple, le vendre dans un magasin, avoir ou alors essayer de faire les premières ventes de manière très réduite. Ou alors si on a une technologie, de l'essayer, de créer au moins une version alpha minimum. D'accord, voir vraiment si ça marche ou si ça marche pas. Si on a un concept quelconque, vraiment créer le produit, parce que les gens vont pas s'arrêter à tiens, j'ai un concept de bla 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 bla. Voilà, c'est ça mon idée. Et alors, enfin, les gens vont pas dire d'accord, je signe, il vous faut combien, quoi. Il faut qu'ils voient, parce que ça prouve quoi? Ça prouve que la personne a testé, a travaillé, et qu'on commence pas à zéro avec quelqu'un qui se réveille un jour et qui a une idée.
ça, enfin, le concept de l'idée, faut vraiment se sortir de la tête. Il y a aucun investisseur, c'est rare, si tu veux. Faudrait être tu sais, Facebook. Regarde Facebook, l'histoire de Facebook. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Facebook, Ouais. il n'a pas commencé avec de l'argent. Ils ont commencé petit dans leur université à créer un petit truc en réseau, d'accord. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'était même pas censé faire ce que Facebook fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée a évolué complètement et maintenant est quelque chose de complètement différent de ce qui était pensé à l'origine. Et c'est souvent le cas. Quand on étudie le Sony, hein, l'histoire de Nokia, Sony, c'est incroyable leur histoire par rapport à ce qu'ils ont fini par faire. D'accord? Donc, le proof of concept, un pilote. Sinon, ça sert à rien. Sinon, restez chez vous, quoi. Il faut d'abord prouver qu'on peut travailler, qu'on peut rendre une idée en réalité. Oui, ça me rappelle une entrevue que j'avais eue avec un venture capitaliste, où en fait il était prêt à valoriser mon prototype de manière à me donner beaucoup d'argent, mais en ne prenant que 49% de l'entreprise. D'accord, bah oui, voilà. C'est sûr. Ouais, et c'est sûr, hein, mais par contre, tu avais un prototype, on est d'accord, tu n'y es pas allé avec juste un dessin. Non. Voilà. You're not ready to put your own cash. So, si, par exemple, tu sais, un des trucs qui fait que moi j'investirais, c'est si la personne a déjà mis son propre cash. Ouais. Parce que là, tu sais, Thierry, attends, tu rigoles, il y a toujours moyen de se dégoter un peu de cash. D'accord, faut arrêter. Ou alors de ton cash à toi, ou alors de ceux de ta famille. Il y a toujours moyen. Et si tu l'as pas fait, bah ça me pose une question sur est-ce que tu crois vraiment en ton idée. D'accord. Et si tu l'as fait, ça me permet de te dire qu'est devenu ce cash, qu'est devenu cet argent. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, ne pas savoir combien tu as besoin. Erreur classique. Voilà, je cherche des fonds, il me faut au moins ça. Pourquoi tu as besoin de ce chiffre-là? C'est à peu près par rapport à ce qui se fait. Ok, ça sent mauvais. Moi, je veux voir des calculs, une projection, je veux voir des tableaux, des graphes. Je veux voir que le gars ou la personne a vraiment réfléchi à son projet. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Ne pas savoir combien tu as besoin ou alors sortir un chiffre au pifoïde ou des choses comme ça. Non. L'investisseur te dira toujours, d'accord, tu as besoin de combien? Il te dira jamais, d'accord, bah, je vous propose 1 million. Ce sera jamais ça, l'investisseur. Il va te dire, tu as besoin de combien? C'est une méthode pour lui, pour savoir si tu as réfléchi. Si tu n'y as pas réfléchi, alors là, il va pas te confier son argent. Il le reverra jamais. D'accord? D'accord. Ou alors, ne pas être capable de prouver combien tu as besoin. C'est un peu l'exemple que j'ai donné il y a une seconde. Ouais. C'est là qu'on veut voir des chiffres, des camemberts, des flots. Voilà le prix du marché, voilà moi ce que je ferais, voilà. Enfin, une logique imparable, quoi. Tu vois? D'accord. Et enfin, ne pas être clair sur le retour sur investissement. Ça, c'est la hantise de l'investisseur. Et ça devrait être la hantise de l'entrepreneur. Quand on n'est pas clair sur le retour sur investissement, c'est-à-dire on se dit tiens, on vient d'avoir $1 million, on va recruter plein de monde. Ouh là là. Si on n'est pas clair sur au bout de 6 mois, on devrait obtenir ça, et le prouver. Comment tu le prouves? Ben, on a un test pilote. On a déjà eu 2 personnes dans l'équipe et ils ont pu performer comme ça. Donc en extrapolant, en grandissant l'équipe, on arrive à ça. Je dis OK. Par contre, je dis, ouais, ils s'en sortent pas encore très bien, mais Inch'Allah, ça va arriver. Maintenant, faut grandir pour pas perdre de temps. N'importe. Là, l'investisseur, il parle pas comme ça. D'accord. Si tu veux, il faut toujours s'imaginer que l'investisseur, il a plein de gens qui ont besoin de son argent. Il a le choix. Et alors, pour arriver à un investisseur et être pas OK par rapport à ces 5 points, en fait, c'est une opération suicide, quoi. Vous perdez votre temps. Et c'est dommage parce que cet investisseur, vous pourrez pas revenir vers lui au bout de 3 mois et lui dire c'est bon, je sais maintenant. Non, on n'est plus à l'école.
Pour lui, il a une image de vous et c'est fini, quoi. D'accord? D'accord. En gros, il faut jamais choisir un investisseur juste pour son argent. Jamais. Jamais, 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 jamais. Comme la banque. C'est pour ça que la banque, c'est le pire investissement qui existe. L'investisseur, ça doit être quelqu'un qui donne de l'argent. Il va prendre une partie de ta société. Il faut bien être conscient de ça. Ouais. Et sache que l'investisseur, ça va être au mieux un partenaire, au pire ton boss. Ça va être quelqu'un qui va s'interférer dans tes affaires. Tu vas lui envoyer des rapports. Ok. You're gonna report to him. D'accord? En anglais, c'est encore plus... c'est-à-dire que tu vas lui dire alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Il va te poser des questions, pas l'inverse. C'est pour ça que je dis au pire, ça va être ton boss. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il emmène de la valeur ajoutée. Parce que avec tout ça, il faut absolument qu'il y ait une valeur ajoutée en conseil, en expertise. Sinon, tu es tout seul. Ouais. Et en plus, tu as une épine dans le pied qui te demande tout le temps. D'accord. D'accord. Alors, j'avoue qu'il y a un quatrième type d'investissement que moi j'ai utilisé. Ouais. Les gens, ils pensent pas, Thierry. Et c'est tellement, tellement dommage. Les gens ne pensent pas à ce que, en anglais, on appelle the love money. Ouais, je sais. Non, excuse-moi, c'est parce que il y a une image qui est passée dans ma tête et je préfère pas en parler. Voilà, vas-y. Alors, the love money, c'est l'argent de tes proches. Ouais. L'argent que tu pourrais avoir sans être scrutiné comme être passé au peigne fin comme ce que feraient les investisseurs. Ouais. C'est-à-dire l'argent de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos époux, épouses, peut-être de certains amis, de nos beaux-parents, de choses comme ça. D'accord? C'est ce qu'on appelle le love money. Et le love money, c'est super, c'est le truc le plus facile à avoir. Parce que c'est des gens qui ont plus de mal à nous dire non. C'est des gens qui nous ont déjà souvent donné de l'argent si c'est des parents. D'accord? Et ce love money, c'est quelque chose où, même si par exemple, je te donne un exemple, tu demandes de l'argent à un frangin, Thierry. Ouais. Et puis ton frangin te dit waouh, j'ai pas beaucoup, écoute, mon épargne c'est X, je peux te donner 5 000 euros, pas plus quoi. Et toi, mettons que tu as besoin de 20 000 euros. Bah, si tu as plusieurs frères et sœurs, si tu as un beau-père, etc., tu peux arriver à tes 20 000 euros. Ça sert à rien d'aller vers le monde des requins des investisseurs avant de commencer avec un monde plus, tu sais, des gens qui vont te pardonner, qui vont être plus cool, plus relax si tu perds leur argent. D'accord? Le seul hic, c'est qu'il faut s'assurer. Alors attends, l'exemple enfin moi j'ai utilisé cette méthode plusieurs fois. Tu demandes 100 000 $ dirhams, d'accord? Et tu dis, écoute, dans 12 mois, je te donnerai 120 000 dirhams. Parce que c'est un investissement. Donc c'est pas de l'intérêt. C'est, tu investis, tu crées donc de la richesse, de la valeur ajoutée et tu lui donnes à cette personne ces 100 000 dirhams plus un pourcentage. D'accord? Et tu lui dis que si je te les rends au bout de 12 mois, c'est tel pourcentage. Et si je te les rends au bout de 24 mois, ben c'est plus. Donc plus je les garde et plus tu te fais de profit. Bah oui, puisque l'argent continue à travailler. D'accord. Donc en gros, faire un deal comme ça où tu te dis, bah, si jamais je te les rends au bout de 12 mois, je te rends 120 000. Par contre, si jamais j'arrive pas à te les rendre au bout de 12 mois et que je te les rends qu'au bout de 24 mois ou entre 12 et 24 mois, bah c'est 140 000. Et puis au-dessus de 3 ans, ben ce sera 150 000. Donc plus tu les gardes et plus lui il se dit ah tiens, plus l'argent reste et plus je fais de l'argent. Et toi, ça va te mettre une pression aussi pour pouvoir rendre l'argent le plus vite possible puisque bah ça te coûte moins cher. D'accord. D'accord. C'est une technique. D'accord. Et alors le seul truc qu'il faut vraiment pas oublier, c'est ma dernière diapo. C'est tu sais la famille autant ils peuvent être tu sais ils nous aiment, ils ont envie de nous aider, etc. Mais autant ils peuvent être super relous aussi. Oh oui. Ils peuvent être des coups de fil, des textos, des emails. Alors
tu m'as pas dit comment ça s'est passé la semaine dernière, t'as dit que t'avais vu un client, est-ce que ça a marché avec ce client, et par rapport à de l'argent, là t'attends de l'argent qui arrive, parce que ça fait déjà 2 semaines, tu m'avais dit que toi t'en payes pas d'argent, et ça peut devenir un enfer. Ce love money peut se transformer en hate money. Donc ça peut être un truc qui crée des énormes problèmes en famille si on fait pas attention. Et donc ma technique à moi, c'est de vraiment sélectionner, pardon pour la faute d'orthographe, choose 2 O, pas 1. Oui. Choisir vraiment des gens qui ont de l'argent, qui n'ont pas besoin de l'argent, et de dire noir sur blanc, l'écrire, même s'ils signent, mais l'écrire au moins par email. Ouais. Ou alors avoir une discussion et dire je vais enregistrer notre discussion, d'accord, sur Skype ou peu importe, pour que au bout de quelques temps, si jamais les choses vont pas, tu aies des conditions. La condition principale, c'est viens pas me saouler tous les jours. Viens pas me dire et il faut que tu sois d'accord que je te fais un feedback tous les trimestres, une fois tous les 3 mois. D'accord. C'est important ces feedbacks, Thierry, parce que en même temps, ça te met une espèce de pression qui fait que tu peux pas prendre, tu sais, relax, quoi. D'accord. Donc c'est important de toute façon. Mais il faut que la personne dise oui, d'accord, je t'appelle pas, je te demande rien, à moins que tu viennes vers moi. Sinon, on a un meeting tous les 3 mois. Ok. D'accord. Ok, ouais. C'est comme ça que ça peut fonctionner. Et ce love money, faut faire attention aussi parce que ça peut se transformer en hate money. En gros, voilà, pour faire simple, faire attention parce que l'argent cache les problèmes. On a besoin de problèmes au début. On a besoin de les voir le plus tôt possible. On a besoin d'évoluer, de souffrir et donc d'évoluer. Deuxièmement, il y a vraiment 3 investisseurs clés sur le marché. Il y a les banques, les pires. C'est cher, il n'y a pas de conseils, c'est très risqué. Il n'y a pas vraiment de suivi. Ok, ouais. Non plus. Il y a les capital risqueurs. Alors eux, c'est pour vraiment les gros investissements. D'accord. Et surtout eux, ils vont pas te laisser faire ce que tu veux. Ils vont pas te laisser conduire tout seul. Ils vont se mettre sur tes genoux et puis ils vont conduire avec toi la voiture. D'accord, ils vont t'embêter comme ça. Bien, vraiment l'image, c'est ils vont se mettre sur tes genoux, ils vont t'empêcher de faire ce que tu veux. Ok. D'accord. Et puis t'as les angel investors qui vont eux être plus cool et relax. Parce que ils ont pas toutes leurs billes dans ça et c'est leur propre argent et puis c'est un petit peu moins élevé en général et surtout ce qui est intéressant c'est pas juste quelqu'un qui a du fric parce que ça c'est le pire investissement que tu peux avoir c'est juste quelqu'un qui a du fric. Ça vaut mieux faire du love money, quelqu'un qui a du fric, d'accord, mais quand on parle à des angel investors, s'ils vont prendre une partie de ta société, bah, il faut au moins des conseils, une expertise. Et ça, c'est des choses qu'on a avec les angel investors, pas tous. Il faut les sélectionner, d'accord. Et les capital risqueurs. L'une des questions que je poserais à un capital risqueur, c'est est-ce que tu as déjà vendu des business dans mon secteur d'activité? D'accord. Et si jamais c'est du love money, et c'est vraiment mon grand conseil avant de commencer à donner des parties de société, etc., c'est vraiment de demander autour de nous. Ce que je conseille énormément, c'est d'avoir un accord écrit, au moins par email ou enregistré, où on met des conditions sur la table, les règles du jeu pour pas que les relations s'enveniment. D'accord. D'accord. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, en question, en fait, je pense que c'est lié au fait que c'est un sujet qui est pas un sujet courant, donc les gens ont pas forcément beaucoup d'anticipation sur ce genre de choses. Et et ben c'est la question que j'ai, la seule pour l'instant, c'est à propos du love money. Ouais. La famille, ça ne prête pas, et si on n'a pas de cash, on ne peut pas avoir d'investisseur? C'est une question? Ouais. Donc la famille, ça ne prête pas. Oui. Et si on n'a pas de cash, on ne peut pas avoir d'investisseur. Point d'interrogation. La deuxième partie de... En fait, je connais très bien la situation. Cette situation, c'est-à-dire quand tu as quand tu as une famille qui depuis que tu es né, je parle d'un cas très spécifique, pense que de toute façon t'es un nul et tu feras jamais rien. Donc ils ont de l'argent, mais de toute façon ils te prêteront pas un centime.
préférant n'importe quoi plutôt que de te donner de l'argent. Donc, t'as pas accès au love money. Okay. D'accord. À ce moment-là, est-ce qu'il y a quand même un moyen de trouver des investissements à part ça? Bah oui, c'est ce dont on vient de discuter, non? Oui. C'est vraiment les trois méthodes principales. C'est vraiment trouver des angel investors, capital riskers, ou mais j'ai envie de te dire, attends, une seconde avant de trouver de l'argent. Est-ce que tu as un concept? Déjà, est-ce que tu as un concept? Parce que ça sert à rien, je te dis oui, d'accord, il y a un angel investor, d'accord? Les gens, en général, si tu me montres une méthode pour gagner de l'argent, je vais prêter l'oreille. Ça me coûte rien, d'accord? Mais surtout, je vais prêter l'oreille parce que c'est très intéressant pour moi, d'accord? Maintenant, est-ce que tu as un concept? Est-ce que tu as essayé de faire une première vente? Est-ce que tu as essayé des choses, d'accord? C'est bien de demander de l'argent, mais la grande question, c'est est-ce que déjà il y a un pilote qui s'est mis en place? C'est ça qui est le plus important, Thierry. Sinon, après, une fois que tu as un pilote, tu as une espèce de preuve que le modèle marche. Et que donc, derrière, il y a juste tellement de gens qui sont aujourd'hui en train de chercher des investissements. Tu sais, l'investissement, c'est génial parce que tu fais rien, tu prêtes de l'argent et c'est de l'argent qui travaille pour toi. D'accord? C'est génial, l'investissement. Il y a pas mal de structures, d'associations. Enfin, si la question c'est comment les trouver, soyez super spécifique pour vos questions pour que je puisse vraiment répondre, pas à côté de la plaque, quoi. Mais si la question c'est comment les trouver, ils sont partout. Ils sont absolument partout. Sauf que on n'y pense absolument pas. Tu prends un entrepreneur, par exemple, d'accord? Qui lui a une énorme société ou qui a 2, 3, 4 sociétés. Ça peut être un angel investor. Il n'a pas à avoir une plaque sur le front et il n'a pas à être appelé angel investor. Un angel investor, c'est juste quelqu'un qui a un surplus de cash qui voudrait éventuellement l'investir. D'accord, ok. Quelque chose qui pourrait lui rapporter. Alors j'ai Vas-y. Ouais, j'ai une précision sur la question tout à l'heure. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu prêtes si la personne met son cash sur la table. Et si la personne n'a pas de cash, ça veut dire qu'elle va pas voir les investisseurs? Mais ça veut dire quoi, pas de cash? Ça veut dire que t'as pas 1000 dirhams, t'as pas 2000 dirhams? Ouais, écoute, je vais te donner un exemple. En fait, cet exemple et cette personne, c'est ni plus ni moins que mon épouse, donc je sais de quoi elle parle. Donc voilà, grosso modo, tu te retrouves à vivre, on va dire, quasiment au RMI, et tu n'as pas de ressources financières supplémentaires par rapport à ce que tu gagnes, que tu puisses distraire. C'est-à-dire que, en fait, dépenser moins dans ta vie, c'est en fait renoncer à manger ou renoncer à s'éclairer ou à des choses comme ça. Donc voilà. Et la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Voilà, c'est ça le vrai problème. Ouais, d'accord, je comprends. Tu sais, là on touche vers un autre sujet. Oui. Je vais t'embêter. Non, il n'y a pas de souci. On touche à un autre sujet qui est le sujet d'essayer de faire de l'argent sans en avoir. Et ça, c'est un sujet que je connais bien parce que j'ai eu moi, j'ai jamais eu beaucoup d'argent avant et j'ai dû commencer vraiment tout seul. Et souvent, j'ai dû me débrouiller. Là, il y a plein d'histoires, il y a plein de façons de faire de l'argent sans avoir de l'argent. Il y en a vraiment plein. Tu sais, quand j'ai fait mon tout premier séminaire, j'étais encore start-up Name Your Career. D'accord. Et l'hôtel demandait de l'argent. L'hôtel demandait de l'argent quand j'ai fait du séminaire et bien sûr, c'était pas donné et c'était de l'argent que je n'avais pas. Ouais. D'accord. Et ben, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, attends, je vais vendre quand même mon truc. Sauf que je vais faire en sorte que les gens doivent s'inscrire avant. Ils vont pas me payer sur place. Il faut qu'ils achètent leur billet avant. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai mis en place un webinar gratuit où
j'ai donné un cours sur sur un sujet qui était en lien avec le séminaire. Et à la fin du cours gratuit, j'ai dit, tiens, j'ai un séminaire qui arrive. Les gens commencent à me payer. Avec l'argent, j'ai payé la garantie de l'hôtel et j'ai pu avoir mon séminaire. Il y a une personne, tu sais, il y a deux histoires que je raconte souvent. Il y a une personne qui essaie de monter une société, tu sais, de design, web design, printing, impression, tu sais, de cartes de visite, de brochures, de choses comme ça, d'accord, ou alors sur des cadeaux, tu sais, sur des objets, tu mets le logo de ta société, des choses comme ça, d'accord? D'accord. Et elle s'est aperçue que le matériel, c'était extrêmement cher. Elle avait pas de sous et pareil, elle avait pas de possibilité d'emprunter de l'argent. Les banques lui disaient non, elle connaissait pas, elle connaissait personne qui pouvait lui prêter, etc., etc. Et ce qu'elle a fait, c'est que, alors cette personne, elle a passé sa vie en tant que commerciale. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dit, attends, je vais pas me concentrer sur ce que j'ai pas, je vais me concentrer sur ce que j'ai. Et un peu comme moi, je me suis concentré sur ce que je savais faire, c'est-à-dire donner des cours. Je me suis dit, je vais donner un cours. D'accord? Ah oui, tiens, je peux demander à la fin du cours. Voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés. Et cette personne, dans mon exemple, c'est en Amérique que ça se passe. Et elle a été démarcher plusieurs sociétés concurrentes. Elle n'existait pas encore, hein, donc je mets concurrente entre guillemets. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a dit, écoutez, si je vous ramène des clients, est-ce que vous me faites un prix? Parce que vous n'avez pas à vendre, je suis votre force commerciale, donc normalement vous devriez faire les choses beaucoup moins chères. Et moi, je me garde la marge. Le discount, il est pour moi. Ah ouais. La personne s'est mise à agir comme si elle avait sa propre société. Et elle l'avait. Elle s'est mise en place, sauf qu'elle sous-traitait. Zéro investissement. Et elle a vendu. Et elle a vendu jusqu'à ce que elle ait un partenariat super privilégié avec 2 boîtes où là, elle a baissé les prix au maximum parce qu'elle leur a dit, j'utilise que 2 boîtes, voulez-vous en faire partie? Alors, il y a un contre-truc et du coup, elle a augmenté encore sa marge. D'accord. C'est ça que j'essaye de dire, c'est que c'est un autre sujet. Quand on cherche de l'argent et qu'on n'en a pas, le truc magnifique sur l'entrepreneuriat, c'est que tout est possible, mais que souvent on a un petit peu des œillères. D'accord. Souvent on voit les choses que d'une seule façon. Vas-y. Ok. Oui, il y a Ahmed Sinbad. Ouais. Désolé si je prononce mal, qui dit qu'on a oublié le prêt d'honneur. Là honnêtement, je vois pas de quoi il s'agit. Un prêt d'honneur, ouais, un prêt d'honneur, c'est un prêt à 0%. Et enfin, ici, bon courage. Ici, bon courage. Ça, je pense qu'Ahmed est en France et même en France, bon courage. Les prêts d'honneur, ça se fait pas mal, par exemple, sous certaines conditions. Attention, il faut dossier béton, mais les prêts d'honneur, ça se fait souvent par des banques ou par des associations caritatives. Il y a Rotary Club, par exemple, ou des associations un petit peu de bienfaisance. Qui eux ont un agenda spécifique aussi. Ils ont envie de former des leaders pour pouvoir créer un réseau. Ça touche des fois à des sociétés un petit dites secrètes comme la franc-maçonnerie, des choses comme ça. Donc, je t'aide aujourd'hui, tu m'aideras plus tard, etc., etc. Il y a différentes choses autour des prêts d'honneur, mais ça reste l'exception. Ahmed, est-ce qu'on peut être d'accord sur ça? C'est vraiment une exception. Écoute, on va attendre la réponse de Ahmed. Par contre, il y a Marielle. Merci Marielle à propos pour tout le travail que tu fais pour Carrière Express. Voilà. Tu sais quoi, Marielle, elle poste plus que les 2 gars qui ont créé le site. Tout à fait. Elle est beaucoup plus Marielle. Ouais. Voilà. Bravo Marielle. Voilà. Et donc elle dit que les prêts d'honneur sont souvent donnés par les CCI, les collectivités, dans le but de redynamiser l'emploi. Mais que évidemment ça n'existe pas aux Émirats Arabes Unis. Ouais, c'est pour ça que je dis c'est souvent en France. Et il y avait un système dont j'avais entendu parler qui est la tontine. En fait, je sais pas si tu connais le système de tontine. Alors c'est quelque chose qui est légal en France. Et en fait, c'est un petit peu l'extension de la love money. C'est-à-dire que
voilà, tu demandes à des gens qui appartiennent à un cercle auquel tu participes de te prêter de l'argent, et c'est ce qu'on appelle un acte sous seing privé, c'est-à-dire qu'on écrit justement, on pose par écrit toutes les conditions d'obtention de l'argent et de remboursement. Et ça a été beaucoup utilisé par les Auvergnats quand ils sont montés à Paris pour s'acheter des pour vendre du charbon. En fin du 19e siècle, les Auvergnats comme ça, bon ben tu es Auvergnat, tu contactais les autres Auvergnats de Paris, ils avaient des associations et donc ils organisaient ce qu'on appelle les tontines. Alors il faut savoir que ça existe depuis des siècles et des siècles. Ah oui, tout à fait, oui. En Afrique noire. Ouais. L'Afrique noire, quand le concept du village, de la communauté, si tu veux, on n'est pas forcément de la même famille quand on fait ça, quand on participe à ça. C'est il y a une personne qui essaie d'acheter une maison, de construire sa maison ou quoi que ce soit, ou de marier sa fille ou peu importe. Tout le monde met la main à la poche. En échange, tu mettras la main à la poche pour les autres. Et voilà. Et je vais vous dire, bien écoutez, une bonne journée et à la semaine prochaine. À très bientôt tout le monde. À bientôt Thierry. Salut. Ciao, ciao. Bye.